Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mardi 22 octobre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez en direct de l'Indre. À l'ordre du jour, les hackers d'APT41, soutenus par l'État chinois, ont frappé le secteur des jeux pour des gains financiers. En parallèle, l'Internet Archive a subi 2 compromissions majeures de données en un mois. De plus, Sophos annonce l'acquisition de SecureWorks, renforçant ainsi son offre de services de cybersécurité. Et enfin, une vulnérabilité critique remontée par le CERT-FR sur des produits Synology. Hacker News a publié un article qui parle d'une cyberattaque de grande envergure menée par APT41. Ce groupe de hackers, soutenu par l'État chinois, également connu sous les noms de Bryce Typhoon, Wicked Panda ou Winty, a ciblé l'industrie du jeu et des paris pour des gains financiers. Commençons par la nature de l'attaque. APT41 s'est introduit dans l'infrastructure d'une société du secteur du jeu sur une période de 6 à 9 mois. Leur objectif, récolter des informations cruciales comme la configuration des réseaux, les mots de passe des utilisateurs et les données sensibles du processus LSASS, c'est le Local Security Authority Subsystem Service. Ce dernier est souvent visé pour extraire des informations sensibles telles que les identifiants admin. La stratégie. Une des caractéristiques marquantes de cette attaque est l'évolution continue des outils de hackers. APT41 observait attentivement les réponses de l'équipe de sécurité de la société visée pour adapter ses méthodes et rester sous le radar. Ils ont mis en place un processus d'intrusion multi-étapes, changeant constamment leur outil pour contourner les défenses et maintenir un accès persistant au réseau compromis. Les chercheurs de Security Joe, une entreprise israélienne de cybersécurité, ont qualifié cette attaque de méthodique et très sophistiquée. APT41 a notamment utilisé des techniques comme l'attaque DC-Sync pour obtenir le hachage des mots de passe des comptes admin, ce qui leur a permis d'élargir leur contrôle sur le réseau. Faisons un focus sur la technique de DLL hijacking et obfuscation de JavaScript. Cette autre méthode, utilisée par les attaquants, est le fantôme DLL hijacking. Ils ont également abusé d'outils légitimes comme wmic.exe pour exécuter leur charge malveillante. Un exemple notable est l'utilisation d'un fichier compromis nommé tsvipsrv.dll récupéré via le protocole SMB. Ce fichier établissait une communication avec un serveur de command and control, un C2 codé en dur. Si ce serveur C2 échouait, l'implant tentait d'obtenir de nouvelles informations du C2 en scrutant les utilisateurs GitHub via une requête spécifique, extrayant des chaînes de caractères pour recalculer l'adresse IP du serveur C2. Cette attaque démontre encore une fois la capacité d'APT41 à combiner espionnage et intrusion, motivée par des objectifs financiers, notamment par l'exploitation des comptes d'admin, le déploiement de ransomware et le minage de crypto-monnaies. Bien que l'accès initial à l'infrastructure compromis soit encore inconnu, il est probable qu'un email de spear phishing ait été utilisé d'après l'entreprise Security Joe. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'on voit le niveau des attaquants, des groupes d'attaquants. Je vois encore dans pas mal de réunions des gens qui disent ouais les hackers c'est des suites à capuche, ils sont dans leur cave. Non, ça n'a rien à voir. Là vous êtes sur des entreprises, c'est l'équivalent d'une ESN, quoi, une entreprise de services informatiques, sauf qu'ils sont dédiés à la cybercriminalité. Et ils ont un niveau qui n'est pas le niveau, c'est pas des poneys. Eux, c'est bizarre, ils sont pas sur le marché de l'emploi, ces gens-là. Le CERT-FR remonte des détails techniques concernant les vulnérabilités récemment découvertes dans les produits Synology. Ces failles sont documentées dans 5 bulletins de sécurité distincts publiés entre le 16 et le 18 octobre 2024 par le constructeur Synology lui-même. Ces bulletins sont d'une importance critique car ils mettent en lumière des risques majeurs pour l'intégrité, la confidentialité des données, ainsi que des possibilités d'exécution de code arbitraire. Ces failles exploitent diverses techniques dans l'injection de code indirect, XSS, et l'exécution de code arbitraire permettant à un attaquant de prendre le contrôle à distance du système affecté. Certaines des vulnérabilités pourraient également permettre un déni de service à distance rendant les systèmes indisponibles. Si vous avez du Syno, faut patcher. Il n'y a pas le choix. Mais alors attention, dans tous les bulletins que j'ai lus, les 5 bulletins qui ont été publiés par Synology, il y a quand même encore une vulnérabilité qui concerne Synology Photo sur DSM version 7.1. C'est en cours de développement, et si vous surveillez, vous faites un petit peu de veille dessus, ça devrait sortir. On apprend par différents médias que Sophos a annoncé son intention d'acquérir SecureWorks pour 859 millions de dollars US au plus tard début 2025. Une entreprise renommée pour sa plateforme SaaS Taegis dédiée à la détection et réponse étendue. Security Affairs a publié un article sur la double compromission de sécurité subie par Internet Archive en octobre 2024. Cette organisation, célèbre pour son service Wayback Machine, a été la cible d'attaques successives touchant sa plateforme de support Zendesk et son infrastructure GitLab. On en avait parlé un petit peu en début de semaine dernière,
Mais il faut voir que le premier incident, ça concernait uniquement la fuite de jetons d'authentification GitLab. Donc ce premier incident a débuté le 9 octobre 2024 lorsque des cybercriminels ont découvert un fichier de configuration GitLab exposé sur un serveur de développement de l'Internet Archive. Ce fichier contenait des jetons d'authentification permettant aux attaquants de télécharger le code source de l'organisation, incluant des identifiants supplémentaires, pour accéder au système critique. Cela conduit à un vol de 7 téraoctets de données, bien que les pirates n'aient pas fourni de preuves directes concernant la quantité exacte de données volées. Les cybercriminels ont pu accéder à une base de données d'environ 31 millions d'utilisateurs, comprenant les informations telles que les adresses e-mail, les noms des utilisateurs, les hashages des mots de passe, alors c'est du bcrypt, le hachage, des horodatage de changement de mot de passe, et surtout le service de notification de violation de données de I Have Been Pwned a confirmé que 54% des informations volées étaient déjà présentes dans sa base de données. Mais le deuxième incident est beaucoup plus surprenant, c'est la compromission de leur outil de helpdesk, le Zendesk. Le deuxième incident a eu lieu peu de temps après. Les attaquants ont exploité les jetons API de Zendesk, non correctement renouvelés après la première attaque, c'est ce qu'on apprend, pour accéder aux tickets de support de l'Internet Archive. Plus de 800 000 tickets pourraient avoir été exposés, incluant des documents d'identification personnelle, soumis par les utilisateurs pour des demandes de suppression de pages via la Wayback Machine. Cet accès, non autorisé via Zendesk, souligne un manque de réactivité dans la rotation des clés d'API après une première intrusion. Bon, là, je trouve qu'ils sont un peu durs quand même, parce que quand vous avez une cyberattaque, l'objectif c'est de remettre le service en route quand même. Et c'est toujours facile de dire yaka, faut tout refaire. L'internet machine, c'est pas 3 serveurs qui se battent en duel quoi. Et de plus, outre ces 2 compromissions, l'Internet Archive a également été la cible de DDoS à répétition revendiquée par des groupes pro-palestiniens appelés SN Black Meta. Bien que ces attaques n'aient pas de lien direct avec la compromission de données, elle a contribué à rendre le service inaccessible à plusieurs reprises. Donc les conséquences, c'est que Security Affairs pointe que ces incidents relèvent des failles dans la gestion des incidents de sécurité au sein de l'Internet Archive, notamment, là ils sont très très durs, une mauvaise hygiène de cybersécurité concernant la gestion des jetons, d'authentification, l'application des correctifs, des experts avertissent que les informations volées circulaient déjà dans alors ils appellent ça le dark web des cybercrimes, donc les sous-sols du cybercrime, augmentant ainsi le risque d'une attaque supplémentaire. Moi je conclurais plutôt par une devise, quand on est victime un jour, on est victime pour toujours, mais je jetterai pas la pierre aux équipes d'Internet Archive parce que c'est pas évident. Quand vous avez ce type de compromission, que vous utilisez énormément le cloud, quand vous avez des développements sur des GitLab publics, parce que c'est des GitLab publics, et que vous mettez tout dans Zendesk qui est un outil dans le cloud, le cloud c'est sécurisé, c'est un nuage. Non, c'est pas un nuage, c'est un truc qui est accessible par une majorité d'utilisateurs, et pour le business, vous avez besoin que les utilisateurs se connectent à tout ça, et faire du filtrage. On a beau parler de 2MFA, tout ce qui va autour, il y a des limites. Et les niveaux des attaquants a vraiment augmenté. Dommage. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du mardi 21 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Vous trouverez tous les liens qui m'ont permis de créer cet épisode dans sa description. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Comme vous pouvez le constater, je suis sorti de l'hôpital. C'est rude. Mais ils m'ont filé des stéroïdes, c'est génial. Vous avez une pêche d'enfer, mais compliqué. Bon, à demain. Au revoir.